Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Dans le précédent, j'avais rapidement évoqué le fait que j'ai peur des gens et je vous avais promis qu'on en parlerait dans un prochain épisode. Bah voilà. Je pense une nouvelle fois que ce sujet va résonner chez plusieurs d'entre vous et si vous souhaitez faire part de vos expériences dans les commentaires, je vous y invite grandement. Pour commencer, je vous propose qu'on revoie ensemble 2 définitions du mot peur. La première nous dit qu'il s'agit d'un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé, d'une menace. Cette émotion est éprouvée dans certaines situations. Une autre explique qu'il s'agit d'une crainte du jugement, des réactions de quelqu'un qui fait qu'on adapte son comportement, qu'on obéit à certaines consignes. Dans mon cas, ce sentiment de peur est un mélange de ces 2 définitions. Je ressens un sentiment d'angoisse dû à une crainte du jugement ou des réactions des gens, alors j'adapte mon comportement. Du moins, j'adaptais mon comportement. En soi, ce podcast pourrait s'arrêter là. Mais vous laisser juste avec une définition sans l'étayer de mon expérience me paraît un peu léger. Alors, c'est parti pour un remix de Il était une fois, mais version La vie d'Audrey. J'ai toujours été une personne très sociable. Tellement que lorsqu'on a proposé à mon père de déménager en Espagne dans le cadre de son travail, je n'ai à aucun moment été une source d'angoisse pour mes parents. Ils étaient persuadés, à raison, que je n'aurais pas de mal à m'adapter dans un pays étranger et donc que je ne serais pas en détresse. Ma sociabilité a été un élément ajouté dans leur liste de raisons pour déménager. Et c'est ce qui s'est produit. Ça n'a pas été simple, car il y avait plusieurs barrières à franchir avant de m'adapter complètement, notamment celle de la langue et de la culture. Heureusement, ma sociabilité et ma facilité à m'adapter n'ont pas rendu cette tâche trop ardue pour moi. 4 ans après notre arrivée, nous avons dû revenir en France et cette fois, l'adaptation à mon pays d'origine, aussi fou que cela puisse paraître, a été beaucoup plus compliqué que vous ne l'imaginez. Déjà, je suis revenue à 11 ans, soit les prémices de l'adolescence. Et, vous l'avez sûrement vécu, les gosses peuvent être cruels entre eux. Et laissez-moi vous dire que quand vous revenez d'un pays étranger avec un accent, sans connaître aucune des références culturelles que vos camarades partagent allègrement, ce n'est pas leur premier réflexe de prendre le temps de vous éduquer et ils préfèrent rire de vous et vous catégoriser comme la fille bizarre. Anecdote assez drôle, au collège, un garçon et moi avions un petit crush l'un pour l'autre. Certaines filles de ma classe s'en sont aperçues et l'une d'entre elles est venue me voir en me demandant « Tu sors avec lui ?» Ce à quoi j'ai répondu « Non, après l'école, je rentre chez moi. » Oui, car tout juste rentrée de l'Espagne, je ne connaissais pas non plus les expressions que les adolescents français utilisaient. Et donc j'ai traduit le verbe « sortir » littéralement. Vous auriez dû voir sa tête. Quelque temps plus tard, j'ai appris ce que « sortir avec quelqu'un » voulait dire, mais le mal était fait. Donc ouais, aussi social et facile d'adaptation que j'ai pu être, le retour en France a été détonnant. Cependant, j'y suis arrivée, à la sueur de mon front et en me ridiculisant souvent. Et jusqu'en décembre 2020, je suis venue à bout de chaque rencontre sociable sur mon chemin avec brio et sans jamais ne perdre pied. Pourquoi décembre 2020 me demanderiez-vous ?
Parce que c'est à ce moment-là que je suis tombée en dépression. Au-delà d'avoir développé une anxiété sociale que je pensais sortie de nulle part, j'ai aussi commencé une thérapie. Avec ma psychologue, nous avons fait un petit état des lieux de ma personne avant de soigner ce qui était malade ou abîmé dans ma psyché. À un moment, elle m'a invitée à établir une liste de mes qualités afin que je ne me laisse pas ensevelir dans une spirale pessimiste à mon sujet. Je n'étais pas très convaincue, mais je me suis prêtée au jeu parce que je voulais vraiment m'en sortir. Et dans cette liste, j'ai noté avec beaucoup de fierté, sociable et facile d'adaptation. La séance qui a suivi a été la plus dure à digérer de ma vie. Alors que je lui ai récité ma liste, elle m'a arrêtée lorsque ces 2 mots sont ressortis et elle m'a demandé pourquoi je pensais que j'étais sociable et facile d'adaptation. Avec le peu de fierté qui me restait à ce moment-là, je lui ai relaté mon aisance à me faire des amis quand j'étais enfant, ma vie en Espagne et mon retour en France. J'ai même insisté en lui disant que j'avais un diplôme en management hôtelier et que j'avais travaillé dans les hôtels de Disneyland Paris pendant 3 ans où je voyais et parlais à plus d'une centaine de personnes par jour. Pour moi, il ne faisait aucun doute que ces adjectifs m'allaient comme des gants. Mais ça, c'était avant. C'était avant qu'elle ne me fasse remarquer que, hormis lorsque j'étais enfant, les autres situations que je catégorisais comme des preuves de sociabilisation réussie ne l'étaient pas vraiment. Petit 1, je n'ai pas eu le choix que de m'adapter en arrivant en Espagne. Je l'ai peut-être fait de bon cœur, mais si j'en avais choisi autrement, ma vie là-bas aurait été un échec et j'en aurais été malheureuse. Il fallait que je m'adapte, que je rentre dans le moule pour être acceptée des autres et surtout d'un pays qui était étranger. Aïe. Petit 2. Avoir réussi à m'adapter en arrivant en France, aussi louable que cela soit, a plus été un réflexe de survie qu'une vraie initiative de ma part. J'étais adolescente et, on le sait tous, sortir du moule, surtout à l'adolescence, c'est presque de l'auto-sabotage. Afin de ne pas être catégorisée comme une personne différente et une fois encore rentrer dans le moule et ne pas finir seule, j'ai redoublé d'efforts pour rattraper mon retard, entre guillemets. Oui. Et enfin, mon travail au contact des clients que j'utilisais comme preuve de ma sociabilité, eh bien, elle m'a fait remarquer que ce n'était qu'un emploi, un moyen d'obtenir de l'argent, un devoir vis-à-vis de ma position occupée dans l'entreprise. Ça ne compte pas. Et pour preuve, elle m'a appris que plus de la moitié des personnes travaillant au contact direct des clients étaient profondément associables. Aïe, aïe, oui. Je n'étais pas forcément d'accord avec elle, jusqu'à ce qu'elle approfondisse sa réflexion en me mettant face à mes contradictions et en m'accompagnant lors de mes révélations. La vérité, c'est qu'en effet, je me suis toujours adaptée aux autres pour survivre. Au lieu d'être moi-même, au milieu de la foule, je captais l'ambiance autour de moi et calais ma personnalité dessus pour obtenir ce sentiment d'appartenance dont j'étais affamée, ce qui faisait également écho avec ma peur de l'abandon. Le problème, c'est que c'était devenu un automatisme chez moi. Je portais en moi un masque blanc que je peignais au gré des personnes qui m'entouraient afin de leur faire croire que j'étais comme eux et que nous avions des points communs. Évidemment, ma soif de connaissance et ma culture relativement vaste m'ont aidé dans des moments pareils. Mais au-delà de ne pas être sain pour moi, car je ne me permettais jamais d'être honnêtement moi-même,
ce n'était pas juste vis-à-vis de mes interlocuteurs, car ils n'avaient jamais une personne honnête en face d'eux, mais juste un simple mime. Super, n'est-ce pas? Mais attendez, ça s'empire encore un peu, puisque, à vouloir absolument rentrer dans le moule, j'ai forcé des comportements dans mon cerveau qui m'ont par moments mis en danger et pour certains qui me collent encore à la peau. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais par exemple, l'alcool. À l'exception de la pina colada, et encore, je dois en boire 2 par an, je n'aime pas l'alcool. Et pourtant, devinez qui a bu à en vomir juste pour faire comme les autres aux soirées et leur faire croire que j'avais ma place dans leur groupe restreint? Bah moi. Devinez qui a commencé à fumer des cigarettes juste pour paraître cool et qui aujourd'hui n'a toujours pas arrêté? Moi. Pire encore, lorsque mon ex m'a clairement exprimé qu'il voulait se marier et avoir des enfants, j'ai morphé ma personnalité au point de me convaincre que c'était ce que je voulais aussi. En plus de ça, j'approchais l'âge duquel mes parents se sont mariés et je savais que de me voir en robe blanche et devenir maman ferait plaisir non seulement à mon copain, mais aussi à mes parents. Donc, allez, let's go, c'est parti! Et ça, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Mais si ça s'arrêtait là, ça irait. Sauf que ce besoin obsessionnel d'obtenir la validation des autres afin de ressentir ce sentiment d'appartenance s'est peu à peu transformé en anxiété sociale. Car lorsque malgré mes efforts, je ne recevais pas cette validation ou que j'étais rejetée entre guillemets d'un groupe, je le vivais comme un drame et j'avais l'impression de ne rien valoir. Vous vous rendez compte, sous prétexte que je n'arrivais pas à être acceptée par une poignée de personnes, pour info, on est 10 milliards d'humains sur Terre, j'étais persuadée d'être une moins que rien. À aucun moment, je ne me suis dit qu'on était juste différents et qu'on ne pouvait pas plaire à tout le monde. Mais franchement, pourquoi aurais-je pensé comme ça ? Par le passé, j'ai toujours réussi à m'adapter, même dans un pays étranger. Si ça s'arrêtait là, ça aurait été beaucoup trop beau, puisque petit à petit, à travers les années, je suis tout simplement devenue un clown triste. Si je devais vous définir ce terme, c'est le besoin, l'envie de faire rire ou de rendre heureux les gens sans jamais trouver soi-même le bonheur. Parce qu'en parallèle de mon besoin d'acceptance, qui me procurait du bonheur, une fois sur deux, la joie qui se lisait sur le visage de mes interlocuteurs lorsqu'ils avaient le sentiment d'être en face d'une personne comme eux, nourrissait mon ego. En gros, Audrey s'adapte à X, X pense qu'Audrey est comme lui et donc est heureux, alors Audrey est heureuse d'avoir rendu X heureux. Et ça, sans jamais demander ou attendre qu'on me rende heureuse en retour. Je me pensais beaucoup trop indépendante et j'avais le sentiment que je n'avais aucun problème à être la seule responsable de mon bonheur. Sauf qu'au fond, les gens n'étaient jamais heureux de la vraie Audrey, mais de la Audrey caméléon. Et ça, pour l'appréciation de soi, ce n'est pas terrible. Pas étonnant qu'en pleine dépression, je ne reconnaisse plus mon reflet dans le miroir, car j'ai tellement refoulé mon vrai moi que je ne savais plus à quoi il ressemblait. Je ne vous raconte pas le bordel que ça a été pour trouver la véritable Audrey sous les décombres de mon passé et le bouleversement que ça a été de la rencontrer. Pourtant, la vraie Audrey est incroyable, et bien qu'elle m'agace parfois, je la chéris d'autant plus que je l'ai abandonnée, voire maltraitée pendant tant d'années. Sans compter qu'après tout ce temps, c'était terrifiant de la laisser exister au grand jour et de s'exposer au jugement des autres. Car c'est certain qu'elle ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est ok. Le problème, c'est que ça a créé chez moi une peur des gens. Voyez-vous, la nouvelle Audrey est elle-même au quotidien et ne s'excuse pas d'être qui elle est.
Elle ressent chacune de ses émotions et n'a aucun problème à les exprimer. Par exemple, lorsqu'Audrey a tort, elle l'admet sans aucun problème et n'a aucune gêne à demander pardon lorsque ses actions ou ses mots ont pu causer du mal. Elle est un livre ouvert, ce qui est aussi libérateur que pratique pour les autres. Ils voient directement qui ils ont en face d'eux et peuvent très rapidement juger si elle leur correspondra ou pas. Mais sur ce chemin de la guérison pour moi, j'ai complètement laissé de côté ma tendance à analyser les autres pour me morpher à eux et j'ai oublié que beaucoup de personnes cachent des visages vraiment méchants. Et à force d'embrasser la vraie Audrey, j'ai perdu cette capacité à lire les autres. Tellement que les autres prennent ma gentillesse ou ma sincérité comme des faiblesses et l'utilisent contre moi. Le problème, c'est que je n'arrive plus à le voir venir. Dans ma tête, et parce qu'Audrey a tendance à croire qu'elle vit dans le monde des bisounours, elle oublie que beaucoup de personnes sont comme elles l'étaient avant, des clowns tristes, qui cachent leur visage soit par peur de ne pas être acceptées, soit pour mieux appâter les autres et profiter d'eux. Sauf que je suis incapable de faire la différence entre les deux, et sans surprise, je m'y suis cassé les dents plus d'une fois. Malheureusement, lorsque c'est arrivé, ce sentiment de ne pas être assez est revenu au galop. Mais honnêtement, il est généralisé dans ma vie, donc pas que lié à mes relations avec les autres. J'y travaille encore, pas de panique. D'ailleurs, la meilleure méthode que j'ai trouvée pour ça, c'est de toujours avoir à portée de main une photo de moi enfant et de prendre conscience qu'à chaque fois que j'ai le sentiment d'être une moins que rien et que je suis dure dans mes propos vis-à-vis de moi, je le suis également vis-à-vis de la petite bouille d'amour en face de moi. Je pense que le fait d'être moi-même, à nu aux yeux de tous, me mettra toujours dans une position où l'autre me fait peur. Il n'aura aucun mal à me cerner et selon ses intentions, il pourra soit utiliser ce savoir à bon comme à mauvais escient. Vous ne savez pas le nombre de fois où, après avoir discuté avec quelqu'un ou partagé mon opinion sur un sujet, je suis rentrée chez moi et me suis écroulée sur mon lit en me disant « Mais pourquoi tu as dit ça ?» ou « Ce que tu as dit était gênant. Tu aurais dû te taire. » Mais il est là le problème. Maîtriser le moindre de mes mots et taire mon avis face aux autres, je l'ai tellement fait et ça m'a tellement rendue malheureuse. Je cherche encore l'équilibre parfait et j'admets avoir du mal à le trouver. Et je pense que tant que je ne l'aurai pas assimilé, j'aurai peur des gens, car je n'arrive plus à les lire. Peut-être que je n'y arriverai jamais et que j'aurai une peur de l'autre jusqu'à mon dernier souffle. Mais je me suis fait la promesse de ne plus jamais ne pas être moi-même et je m'y tiendrai jusqu'au bout. Je suis inexcusablement moi et je ne me suis jamais sentie aussi heureuse. Je pleure si j'en ai envie, je ris quand j'ai envie de rire, je reste silencieuse quand j'ai besoin d'un peu d'espace et je défends mes opinions et mes points de vue car, même s'ils ne suivent pas l'avis de la majorité, ils ont tout autant de valeur. Mais dans une société où on est pointé du doigt lorsqu'on ne rentre pas dans le moule, c'est périlleux parfois. Alors j'essaye de ne plus avoir peur d'être rejetée et de tout simplement accepter qu'on ne puisse pas plaire à tout le monde. J'essuierai probablement beaucoup de déceptions dans ma vie, mais au moins je resterai toujours fidèle à la vraie Audrey qui me regarde dans le miroir. Je ne sais pas si cet épisode vous aura plu ou si peut-être il vous aura permis d'accepter qui vous êtes et de ne pas cacher votre vrai vous. En tout cas, merci du fond du cœur d'avoir écouté les réflexions d'une blonde.